Bonjour Denis. Bonjour Taïna. Aujourd'hui, on se retrouve tout près du Château Frontenac. Oui. On a le parc Place d'Armes derrière nous. Tout à fait. Mais c'est la rue Desjardins qu'on va découvrir ensemble. Oui, on s'y dirige, la rue Desjardins, qui est un peu l'objet de notre découverte d'aujourd'hui. Desjardins, c'est pas pour Alphonse ou encore les caisses populaires. Non, c'est encore plus vieux. C'est l'époque où il y avait de grands jardins communautaires qui appartenaient aux communautés religieuses. Donc les Récollets, les Jésuites et les Ursulines de Québec avaient aménagé des jardins, d'où la rue Desjardins. C'est l'immeuble, si je pense, c'était le premier palais de justice ici. C'est l'ancien palais de justice de Québec qui a été construit à la fin du 19e siècle selon des plans de l'éternel Eugène-Étienne Taché. Grand architecte. Grand architecte, mais c'était là le troisième palais de justice de style Second Empire. Qui était un style qui était assez réputé, qu'on faisait fréquemment à l'époque. Très à la mode à la fin du 19e siècle. On a construit, par exemple, le palais de justice, l'hôtel du Parlement de Québec est de style Second Empire également, parce que Taché, l'architecte, s'était beaucoup inspiré, et même le manège militaire est dans le même esprit. On passe à côté de la maison Kent, qui portait un autre nom autrefois. Oui, qui avait été construite par un entrepreneur en construction qui s'appelait Denis Duquette, qui avait notamment fait les travaux de l'Hôtel-Dieu de Québec sous le régime français. D'ailleurs, c'est une des très, très belles maisons de l'époque du régime français. Mais c'est une maison qui a toute une histoire, parce que c'est ici que le 19 septembre 1759, après la bataille des Plaines d'Abraham, le commandant de la Place forte de Québec, qui s'appelle Jacques de Ramsay, le fils de Claude de Ramsay, gouverneur de Montréal, va capituler, va signer la reddition de Québec. Et allons voir de l'autre côté de la rue, on va visiter la maison familiale de l'une des familles les plus respectées du Canada au 19e siècle. Ici, une autre célèbre maison, la maison des Taschereau. Oui, la maison des Taschereau, bien sûr. Taschereau, c'est un avocat qui a Oui. vécu, entre autres, à Sainte-Marie-de-Beauce. La grande famille Taschereau était les seigneurs de la Beauce. Et en 2016, on a célébré les 60 ans du Continental. Ah oui. Célèbre restaurant. Oui, un restaurant d'un classicisme excellent. Oui. Hein, et c'est un des plus vieux restaurants, probablement le plus vieux restaurant à avoir le même nom, même endroit et le même menu depuis sa création il y a 60 ans. Donc Et l'endroit... ça doit aider à sa survie. Parce que L'endroit de rêve, finalement, oui. Si vous voulez quelque chose de très classique, la grande cuisine continentale, le nom le porte bien, sur guéridon, le bœuf en boîte, les crêpes Suzette. La maison Jacquet, l'une des plus Oui. vieilles maisons de Québec. Oui, 1689, construite par François Jacquet, qui était un menuisier, constructeur d'habitations. Elle est belle, hein? Oui, puis il y a eu plusieurs propriétaires assez célèbres qui ont habité. Tout à fait. Habité ou appartenu, finalement. Il a été la propriété notamment du célèbre Philippe Aubert de Gaspé, qui était... L'auteur des Anciens Canadiens. Et le restaurant s'appelle comment? Les Anciens Canadiens. Voilà. Le bon ragoût là-bas. Hein? Ah oui, l'assiette canadienne avec tout, la tarte au sucre, etc. La maison est intéressante. Regardez le toit, il est très, très pentu, Oui. donc il est d'inspiration normande. Elle est une des plus anciennes de Québec et évidemment, le complexe s'est agrandi avec les années. Mais c'est vraiment un endroit remarquable. Et elle donne évidemment sur la rue Desjardins que l'on va emprunter et découvrir. Vous allez voir, elle est très sinueuse parce qu'à l'époque, Pourquoi? il y avait une rigole, un petit ruisseau qui suivait la rue Desjardins et ça lui donne un caractère qui est absolument très courbé, très ondulant et très beau. On va aller la découvrir ensemble. On longe un grand immeuble qui fait Immense. coin Saint-Louis Desjardins. Ouais. Des pierres de taille. C'est massif ici, là. C'est massif et ça a été construit à la fin du 19e siècle avec quand même des moyens assez substantiels. Un immeuble assez sobre, mais mystérieux, Oui. Taïna. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Ben, c'est, comment dire, la loge maçonnique de Québec. Voyons voir ce que Les c'est. francs-maçons, c'était? Les francs-maçons. Les francs-maçons s'inspirent des constructeurs de cathédrales de l'époque du Moyen Âge. Les constructeurs de cathédrales avaient des confréries et ils avaient des outils. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les francs-maçons ont des outils. Leur logo... On voit le compas. Vous avez un compas ici et vous avez ici des caires. Donc, ils s'inspirent des constructeurs de cathédrales. Essentiellement, association laïque qui a pris une expansion remarquable fin 18e siècle, le siècle des Lumières. Vous avez plein de gens qui ne sont ni de la noblesse ni du peuple. La bourgeoisie, la petite noblesse, les officiers, les militaires vont voir se faire une place. Et Ce sont vont... des gens protestants?
Chez les protestants d'abord, et un peu chez les catholiques aussi. Ce sont des gens qui remettent en question les autorités traditionnelles, la monarchie absolue, l'Église officielle, et ils vont se créer vraiment un club fermé. Alors, ils font du networking avant l'heure, et ils vont s'installer à Québec dès 1764. Intéressant. Ils ont une salle de réunion qui se trouve au 4e étage, dans un temple maçonnique. La salle de réunion doit se trouver Ça ressemble à toujours... quoi? C'est une grande salle avec des bancs, avec un dispositif d'accueil où les gens vont participer à des cérémonies, des rites initiatiques, bien sûr, des échanges d'informations et de partenariats entre les deux. Mais elle est toujours au dernier étage de manière à ce que la communion entre la franc-maçonnerie et l'Esprit Saint soit pas bloquée par des étages de successeurs. Oh mon Dieu, c'est Le profond. Temple maçon de Québec, un endroit que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, mais que peu de gens ont découvert. Ben moi, en tout cas, vous me l'apprenez aujourd'hui. Bien, bienvenue dans la franc-maçonnerie. Nous sommes les héritiers des constructeurs de cathédrales. Denis, on se dirige vers un monument où Ouais. on voit la main, une plume, au-dessus d'une pile de livres. Oui. Ça signifie quoi? C'est pour l'éducation? Oui, tout à fait. C'est l'enseignement. Vous savez, c'est une main de femme qui offre une plume, la plume de la connaissance, en prenant l'inspiration sur des livres. Donc, on commémore l'enseignement, l'instruction. C'est une œuvre d'un assez bon sculpteur québécois qui s'appelle Jules Lassalle, qui a été réalisée pour marquer le 325e anniversaire de la mort de Marie de l'Incarnation. Qui hein. était très impliqué pour La l'éducation. première enseignante, et l'aménagement de cette très belle petite place qui s'appelle la place des Tourangelles. Pour les gens Tours, en France? La ou, ville de Tours, oui? Marie Guyard, dite Marie de l'Incarnation, était native de Tours. Donc la place des Tourangelles rend hommage à celle qui, avec les Ursulines, en 1639, ont créé les premières écoles, non seulement à Québec, au Canada, mais en Amérique du Nord. Première école de jeunes filles en Amérique du Nord, ici à Québec, 1639. Et on rend hommage à toutes ces femmes qui, dans l'anonymat au sein des écoles, des commissions scolaires et des communautés religieuses, ont fait de l'enseignement leur vocation. C'est un très beau petit monument. Oui. Ben, écoutez, on a une belle porte ici, c'est pour les Ursulines. C'est exactement. C'est l'entrée du monastère des Ursulines de Québec. Les Ursulines arrivent avec Marie Guyard, 1639. Ils s'installent d'abord place Royale. Ils arrivent à bord d'un bateau qui s'appelle le Saint-Joseph. Quelques années plus tard, elle commence à construire ce remarquable ensemble conventuel qui est le monastère des Ursulines de Québec. Douzaine de bâtiments et quelques-unes des œuvres les plus anciennes. Il y a un escalier là-dedans, l'escalier Saint-Joseph, qui est en bois, sans vis, que des tonneaux. C'est absolument magnifique. Donc, Marie de l'Incarnation, ses consoeurs, le monastère des Ursulines, l'école des Ursulines Oui. et la chapelle construite en 1903, qui est un peu le lieu d'accueil de Marie de l'Incarnation, qui est aujourd'hui Sainte Marie de l'Incarnation, qui a été canonisée par l'Église catholique. Et donc, c'est le lieu de dévotion de toutes celles qui ont suivi l'œuvre de Marie de l'Incarnation, Maria. Il y a un musée ici qui en rend compte, hein, et il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est de l'autre côté de la rue. 6 rue Donnacona. Oui, oui, Et oui. ça, j'en sais un petit peu plus parce que ça piquait ma curiosité. Oui. Il paraît que c'est la maison la plus étroite en Amérique du Nord. Probablement, probablement. Vous savez, c'est tout petit, hein. C'est une maison de pierre, c'est assez bien construit. Elle fait 3 mètres. 3 mètres, c'est tout petit, hein. Et à Paris, on la mettrait sur le bateau mouche en disant que c'est la maison la plus étroite. Ce qui est intéressant, c'est que la maison, elle est faite un peu comme un trapèze. Donc, vous avez une toute petite entrée qui donne ici sur la place des Tourangelles, mais elle s'écarte tranquillement de manière à la rendre à peu près habitable. Est-ce qu'il y a des particuliers qui habitent à Oui, l'intérieur? elle a longtemps été notamment utilisée pour loger les employés des sœurs Ursulines. Esther Wheelwright, américaine née en 1697, elle est faite captive par les Abénakis. Amenée à Québec, elle se convertit au catholicisme et devient novice chez les Ursulines de Québec. Au terme d'une longue et fructueuse carrière, elle est élue supérieure en 1759. Parce qu'elle connaît bien l'anglais, qu'elle connaît bien le protestantisme, elle développe des liens de qualité avec le gouverneur James Murray, à tel point qu'elle permet aux Ursulines de conserver leur immense domaine de la Haute-Ville de Québec. Esther Wheelwright, captive et supérieure.
Denis, qu'on marche, on regarde toujours devant soi. Mais c'est rare qu'on regarde au sol. Et on devrait, parce que regardez un peu, on voit partout ici. Oui, c'était l'emplacement de la chapelle des Jésuites. Tout à fait, c'était l'endroit et on a bien fait ça. On a retravaillé ça récemment à Québec et on a évoqué ici, devant le nouveau parc de l'Hôtel de Ville, le profil de la chapelle des Jésuites, construite en 1666 et détruite en 1807. C'était vraiment le cœur de la mission jésuite en Nouvelle-France, les Brébeuf, les Lalemant, les Goupil, etc., etc. Les Jésuites qui offrent une performance exceptionnelle ici, comme ils l'avaient fait d'ailleurs en Amérique du Sud. Ils vont non seulement construire une chapelle, ils vont évangéliser les Iroquois, les Hurons, et ils vont créer ici, 4 ans avant la célèbre université de Harvard, le premier grand collège d'éducation supérieure, le collège des Jésuites. Les Jésuites vont amener ici la règle jésuite, celle du collège de la Flèche. Ils vont créer le cours classique, finalement. Oui. Et pendant un siècle, ils seront les dispensateurs de toute l'instruction supérieure chez les garçons en Nouvelle-France. Après la chute de la Nouvelle-France, ils sont chassés et leur collège devient une caserne occupée par les militaires britanniques. Une caserne, c'est un endroit où les soldats demeurent. Pendant 20 ans, la ville de Québec va atermoigner, va se trouver, chercher un hôtel de ville. Elle n'en a pas. Elle loue des immeubles sur la rue Saint-Louis. Et finalement, sous le maire Simon-Napoléon Parent, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, on va décider de construire un hôtel de ville moderne de grande qualité. On va construire ça sous les plans de Georges Tanguay. Et en 1896, Québec a enfin son hôtel de ville qui domine, évidemment, la place de l'Hôtel.